Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, lendemain de réunion pour la Réserve fédérale américaine et des marchés qui sont rassurés, semble-t-il, de voir une Réserve fédérale américaine prête à reprendre le contrôle sur le risque inflationniste. La Fed, effectivement, qui a communiqué sur une politique monétaire qui sera beaucoup plus neutre à l'horizon des prochains mois, à travers la stabilisation du bilan et à travers de probables hausses de taux désormais pour 2022, des hausses de taux qui sont désormais signalées par les membres eux-mêmes de la Réserve fédérale américaine, peut-être 3 hausses de taux en 2022, on verra si la situation le permet. En tout cas, c'est quelque chose qui est désormais inscrit dans la stratégie de la Réserve fédérale américaine pour l'an prochain, et le marché avait, semble-t-il, été bien préparé à cette communication beaucoup plus hawkish, au point même qu'on a vu un rallye action assez spectaculaire hier soir sur le marché américain, le Nasdaq clôturant en hausse de plus de 2%. Le mouvement se poursuit aujourd'hui sur les actions européennes avec un rebond d'1,5% pour le CAC 40 à mi-séance. Vous aurez les détails dans un instant avec Alix Nguyen. Notez qu'il y a une prime aujourd'hui pour le secteur aéronautique et pour Airbus notamment. Airbus qui a été choisi par la compagnie australienne Qantas pour le renouvellement de sa flotte d'appareils domestiques. Après la Réserve fédérale américaine, place dans quelques heures à peine à la Banque centrale européenne et dans une demi-heure maintenant à la Banque d'Angleterre, deux grandes banques centrales qui vont communiquer là aussi leurs perspectives et leurs stratégies pour les prochains mois à travers 2022. Nous parlerons des sujets Banque centrale dans un instant avec Frédéric Ducrozet qui sera en visio depuis Genève, stratégiste chez Pictet Wealth Management, et puis un sujet industriel également à la une dans cette édition de la mi-journée, le rapprochement d'un acteur historique du financement participatif en France dédié à la transition énergétique, l'Endosphère, et un acteur de la gestion bien connu de la place, là aussi 1, 2, 3 IM, qui prend donc une participation majoritaire dans l'Endosphère. La cofondatrice et directrice générale de l'Endosphère, Laure Verhaeghe, sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure. Des actions à la fête donc au lendemain de la réunion de la Réserve fédérale américaine. Les infos clés du jour à mi-séance en Europe avec Alix Nguyen. Le semblant d'optimisme de la séance d'hier prend désormais la forme d'une vraie tendance. Le CAC dépasse 1% de progression à la mi-journée. Le marché accueille, non sans un certain soulagement, le changement officiel de politique de la Fed. Comme anticipé, le comité de politique monétaire décide d'accélérer le rythme de réduction de ses rachats d'actifs. Décision qui indique que 2 à 3 hausses de taux devraient avoir lieu dès l'an prochain. Jérôme Powell s'est montré déterminé à enrayer la hausse des prix. Le président de la Fed a aussi admis que le phénomène n'est pas transitoire. Ce dernier s'est exprimé au sujet d'une inflation qui devrait être plus forte que prévu cette année et d'une croissance plus faible l'an prochain. Aujourd'hui, la BCE et la Banque d'Angleterre prennent le relais. Leurs décisions monétaires sont attendues respectivement à 13h et 13h45. Sur le plan statistique, dans la zone euro, la croissance de l'activité du secteur privé a ralenti en décembre. L'indice composite établi par IHS Markit a reculé de 2 points à 53,4 en première estimation. C'est son plus bas niveau depuis mars. Le secteur des services a notamment fait les frais de la flambée des infections aux nouveaux variants du Covid-19. Focus sur quelques valeurs. Airbus est en nette progression. La compagnie aérienne australienne Qantas a annoncé hier un accord de principe avec l'Européen afin d'acquérir jusqu'à 134 avions A320 et A220. L'accord intervient dans le cadre du renouvellement de sa flotte moyen courrier, remplaçant de ce fait ses Boeing 737. Une fois finalisé, ce contrat sera le plus important jamais passé dans l'histoire de l'aviation australienne. ArcelorMittal bondit et remet aussi dans le sillage des cours des métaux et plus globalement des matières premières, stimulés eux-mêmes par les commentaires de Jérôme Powell sur la croissance et l'inflation. Total Energy et Vallourec sont aussi dans le vert. Et puis Valneva rebondit de plus de 10%. La bourse salue une annonce du laboratoire français affirmant que l'injection d'une 3e dose de son vaccin conduit à une excellente réponse immunitaire. À noter que le vaccin en question n'est pas encore approuvé par les autorités sanitaires. Tendance, mon ami, chaque jour avec Alix Nguyen à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart.
Frédéric Ducrozet nous rejoint donc en visioconférence depuis Genève, stratégiste global macro chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Frédéric. On est en plein dans la dernière séquence de l'année Banque centrale avec la Réserve fédérale américaine hier et puis la BCE à venir encore aujourd'hui. Sur la Fed, Frédéric, alors différents niveaux d'analyse. Il y a évidemment le discours de Jérôme Powell sur le fond, le pivot en matière de stratégie de politique monétaire et puis la réaction de marché. Si on part de là d'ailleurs, il semble que les marchés soient assez rassurés de voir la Fed à ce stade pivoter vers une politique monétaire qui sera beaucoup plus neutre, voire peut-être à un moment restrictive l'an prochain. Effectivement, et je crois que tout ce qui amène de la visibilité à des marchés qui ont vécu quand même 18 mois pour le moins compliqués et incertains, aide à se projeter pour des entreprises qui effectivement font face à la résurgence du nouveau variant et une inflation, des pressions sur les prix, des pressions sur les chaînes de production qui continuent. Tout ce qui vous amène un petit peu de visibilité à l'horizon de 3, 6 ou 12 mois est bon à prendre. Mais je crois que ça va au-delà de ça. Même si la Fed ne caractérise pas l'inflation comme transitoire, c'est malgré tout des prévisions qui sont réajustées à la hausse, certes, mais qui sont toujours très favorables pour les marchés actions en particulier. L'inflation n'est pas mauvaise pour les entreprises ou pour les marchés actions dans leur ensemble, tant que c'est une inflation qui est bonne, entre guillemets, qui est tirée par une demande qui progresse, qui peut être passée en termes de prix des matières premières ou des coûts salariaux sur les prix à la consommation, parce que l'économie tient suffisamment bien pour que ce soit possible, en tout cas pour les entreprises qui ont du pricing power. Et ça, c'est un scénario qui est bullish pour l'année prochaine encore, pour les actions qui sont confortées quelque part dans cette vision, en tout cas macroéconomique. Je ne dis pas qu'il n'y a pas certains secteurs, évidemment, qui sont pas sous pression. Et puis enfin, le marché ne croit pas non plus à une surréaction. Vous parliez de taux d'intérêt restrictif. Je pense qu'il faut aller au-delà de 2%, selon nos estimations. On est à 0 pour vraiment parler de restrictions en termes de marché immobilier, en termes d'économie dans son ensemble. On n'y est pas, le marché n'y croit pas. S'il y a une chose qui n'a pas bougé depuis des mois, c'est l'estimation par les marchés de ce qu'on appelle le taux terminal, le taux d'intérêt, jusqu'où la Fed peut aller, en tout cas anticipé par le marché aujourd'hui. Il est resté globalement stable et il est bien inférieur à ce qu'elle-même, la Fed, projette. Donc quelque part, il y a aussi encore un petit peu le bénéfice du doute. En réajustant sa politique monétaire, Jérôme Powell ne sacrifie pas pour autant ses objectifs en matière de croissance et d'emploi aux États-Unis, Frédéric. La croissance américaine, l'emploi maximum, ça reste des priorités stratégiques pour la Fed et la croissance américaine peut survivre en 2022 au moins à l'inflation, au risque inflationniste et à une Fed qui serait un peu plus hawkish sur le front de la politique monétaire. Absolument. Je pense que là aussi, ce sont les commentaires les plus intéressants de Powell, optimiste encore sur le marché du travail, prudent sur cette notion d'emploi maximal, et c'est vrai que c'est une donnée qui n'est pas observable, il faut l'estimer. Les notions de Nayrou et de niveau d'emploi et d'équilibre qui ne génèrent pas d'inflation excédentaire, on ne les connaît pas. On ne peut que les estimer ou les découvrir après les faits. Et donc Powell, encore une fois, n'étant pas là aussi économiste de formation, je crois, est un très bon communicant, très pragmatique sur ces sujets-là. Et ça a été bien pris. Il dit quelque part, ce qui peut nous rappeler parfois d'ailleurs un président de la BCE comme Jean-Claude Trichet, il dit que l'emploi maximal ne sera atteint qu'à condition de respecter la stabilité des prix. La Fed a un double mandat et elle peut, à tour de rôle, insister sur un ou deux de ses piliers. Et je crois que c'est la bonne façon de faire aujourd'hui, très pragmatique. Encore une fois, c'est facile à dire après coup, la réaction des marchés a été bonne, mais c'est aussi, vous l'avez dit, parce que Powell, depuis sa rénomination en tout cas et son audition au Sénat, a fait en sorte que les marchés soient bien préparés. Puisque vous citez Jean-Claude Trichet, venons-en à la BCE, Frédéric. D'ailleurs, est-ce que le fait que le qualificatif transitoire soit officiellement abandonné par la Fed, le fait d'ailleurs aussi que Jérôme Powell a un peu snobé, on va dire, le variant Omicron, en tout cas ça semble être pas la préoccupation immédiate pour l'instant du point de vue de la Réserve fédérale américaine, est-ce que ça va compliquer un peu la communication de la Banque centrale européenne qui se trouve dans une situation économique en zone euro, sanitaire également, qui est peut-être différente ? C'est juste, d'autant qu'on se bat encore contre le variant Delta davantage que le nouveau, qu'on ne sait pas du tout ce qui va se passer en termes de capacité des installations, des hôpitaux et du secteur sanitaire dans son ensemble. Donc on navigue dans le flou, si ce n'est que la BCE, et Christine Lagarde nous l'a dit dès le 28 octobre déjà, part du principe
que le gros de la crise sera terminé d'ici mars et que son programme d'achat d'urgence, le PEP, s'arrêtera à ce moment-là. Là-dessus, je pense que là aussi, le marché peut quelque part bien réagir à une annonce au quiche de la BCE aujourd'hui, qui va très probablement confirmer, sous condition, l'arrêt de ce programme d'urgence. Et puis tout ce qui est là peut-être plus important pour le marché pour se projeter, on n'aura peut-être pas toutes les réponses aujourd'hui. Donc c'est là où effectivement c'est un petit peu plus délicat. Est-ce que la BCE va continuer à racheter de la dette au-delà de mars 2022 ? Oui, très probablement. À quel rythme et pour combien de temps ? Il est probable qu'elle essaye de s'engager le moins possible, justement, du fait de cette spécificité, de cette incertitude qui persiste encore en Europe. L'inflation, là aussi, la situation est un petit peu différente. On a probablement passé le pic. Donc la BCE peut marquer ses prévisions qui vont être révisées à la hausse avec les dernières informations disponibles et les projections notamment de l'euro et des taux d'intérêt. Et puis peut-être se garder un petit peu de flexibilité d'ici le mois de février-mars pour prendre d'autres décisions sur des mesures peut-être plus techniques, y compris les opérations de refinancement aux banques. D'ailleurs, le mois de mars 2022 va être un mois très intéressant. Au-delà de la BCE, ce sera le mois qui verra un sommet européen sous présidence française de l'Union européenne. Frédéric, parmi les débats qu'il faut absolument reprendre en Europe et en zone euro notamment, ceux autour du pacte budgétaire, du cadre budgétaire, qui a suspendu tel qu'on l'a connu jusqu'en 2023. Mais justement, il faut préparer l'après. Comment est-ce que cette conversation va s'emmancher selon vous, Frédéric, est-ce que l'hypothèse d'un pacte budgétaire qui serait demain moins rigoriste, plus souple que le précédent, est-ce que c'est une hypothèse centrale aujourd'hui ? Oui, je pense qu'elle est de plus en plus crédible. Pour la première fois, les intérêts sont alignés. Je prendrai l'exemple des Pays-Bas, après l'Allemagne, qui ont enfin une coalition de gouvernement, qui s'engage là aussi avec beaucoup de mots assez forts sur l'intégration européenne dans cet accord qui vient d'être dévoilé de coalition gouvernementale, à réformer également le pacte de stabilité et de croissance. Alors les Hollandais comme les Allemands insistent sur la nécessité de le mettre en pratique et d'avoir toujours des incitations, si ce n'est des contraintes fortes sur les États qui voient leurs finances publiques se détériorer. Mais il y a cette direction-là, il y a cette échéance franco-allemande avec évidemment un nouveau gouvernement en Allemagne beaucoup plus réceptif, je pense. Et puis, il y a cette big picture, ce qu'on vient de voir avec la Fed, c'est, je crois, l'enclenchement vraiment d'un basculement de la politique monétaire qui va devenir de moins en moins accommodante vers une politique budgétaire qui doit prendre le relais. C'est le cas aux États-Unis, ça a commencé en Europe, c'est toujours un petit peu plus laborieux et sous-optimal. Et je pense que cette étape de mars, même si peut-être là aussi, ce ne sera pas la solution miracle pour le pacte de stabilité et de croissance, on ira dans la bonne direction et ça permettra enfin à la BCE, qui sait, de peut-être envisager une hausse de taux l'année suivante en 2023. Merci beaucoup Frédéric Ducrozet. Cet éclairage toujours précieux sur les politiques monétaires et les dernières réunions de Banque centrale de cette année 2021. Frédéric qui était avec nous en visioconférence depuis Genève, stratégiste global macro chez Pictet Wealth Management. Place donc dans quelques minutes à la Banque d'Angleterre, suivie de la Banque centrale européenne. Nous y reviendrons bien sûr largement ce soir à 17h dans Smart Bourse. Allez, sortons des banques centrales et de l'actualité immédiate de marché pour traiter d'un sujet industriel dans le monde de l'investissement. Et je suis ravi de retrouver en plateau Laure Verhaeghe, la cofondatrice et directrice générale de l'Endosphère. Bonjour Laure. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors pour évoquer une opération industrielle stratégique concernant l'Endosphère qui a été annoncée il y a quelques jours maintenant, le rapprochement avec la société de gestion 123IM qui prend donc plus de 70%, 72% si je dis pas de bêtises, du capital de l'Endosphère que vous avez cofondé 2014-2015. C'est ça, Laure, pour redonner un peu la perspective. Quel est le sens industriel et stratégique de cette opération pour une plateforme de financement participatif comme la vôtre, dédiée à la transition énergétique, avec donc un groupe de gestion, 123IM étant spécialisé, on va dire, dans le capital investissement et l'immobilier, qui sont les deux grands axes d'investissement d'123IM?
C'est effectivement un rapprochement stratégique important pour l'Endosphère, donc créé en 2014, qui a aujourd'hui plus de 120 millions d'euros levés via la plateforme auprès d'une base d'investisseurs particuliers. Et ce que nous voyons année après année, c'est une croissance soutenue à 2 chiffres, puisqu'on a réalisé plus 30% de croissance entre 2020 et 2021, et un appétit croissant de nos partenaires, donc des porteurs de projets d'énergie renouvelable, pour le financement participatif. On vient apporter des solutions réactives, compétitives, pour financer en partie les projets d'énergie renouvelable qu'ils portent, et nous sommes de plus en plus mobilisés pour des portefeuilles de plus en plus importants. À partir de ce moment-là, on avait 3 options. Refuser d'accompagner nos partenaires sur ces portefeuilles, les accompagner, mais avec une croissance certes à 2 chiffres, mais progressive, ou mettre en œuvre un partenariat stratégique nous permettant de faire demain des volumes de plusieurs millions d'euros par partenaire et par portefeuille de projet. Et c'est donc évidemment cette troisième option que nous avons retenue, en trouvant avec un 2-3e un partenaire idéal pour réaliser cette accélération de l'Endosphère. Cette opération, je trouve, nous dit beaucoup de choses. Déjà, sur le rythme effréné de la transition énergétique aujourd'hui, Laure. C'est ce qu'il y a derrière la croissance, alors non seulement à 2 chiffres, mais 30-40% que vous affichez sur les projets que vous recevez aujourd'hui. Et ce rythme-là, il s'est encore accéléré, il va encore s'accélérer. Ce rythme-là va évidemment s'accélérer. Notamment, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est cette crise sur les tarifs d'électricité et du gaz, qui est le résultat peu ou prou de notre retard sur le développement des énergies renouvelables en France. Et ce qu'on doit faire aujourd'hui, la politique énergétique dit x2 sur la puissance installée d'ici 2028 par rapport à 2017. Et on est en retard sur ces objectifs-là. Donc nos partenaires, les porteurs de projets d'énergie renouvelable, on travaille avec des grands noms du secteur, comme des filiales telles que EDF Renouvelables ou CNR ou des ETI et des PME reconnus dans le secteur des ENR. Tous nos partenaires aujourd'hui sont en croissance exponentielle. Et le financement participatif vient leur apporter 2 choses. Sur les fonds propres qu'ils doivent et qu'ils peuvent mobiliser sur leurs projets, on vient apporter une tranche de complément de fonds propres qui leur permet d'avoir de plus en plus de projets. Et également le vecteur d'ancrage territorial des projets. On ne fera pas la transition énergétique sans une bonne compréhension sur les territoires de ces projets d'énergie renouvelable et donc une bonne appropriation des projets. Et donc ces 2 valeurs ajoutées du financement participatif font que la croissance continuera d'être à 2 chiffres et exponentielle. Pourquoi est-ce que 1-2-3e est le partenaire stratégique adapté justement pour l'Endosphère face à cette croissance effrénée, encore une fois, je le répète, de la transition énergétique? Je ne sais pas si c'est une première, mais je trouve quand même très intéressant qu'à ce stade, justement, de la transition, de la prise de conscience, des besoins de financement, on ait cette alliance entre une plateforme de crowdfunding, de financement participatif, un mode de financement alternatif aujourd'hui, et une société de gestion traditionnelle. C'est stratégique, donc, d'un côté pour l'Endosphère, puisque via 1-2-3-IM, nous allons pouvoir accéder à des réseaux de distribution qui nous auraient pris 3, 4, 5 ans à mettre en place l'Endosphère seule. Ouais. Et donc, on va pouvoir accompagner ce besoin et cette accélération des besoins de financement de nos partenaires dans les énergies renouvelables. Quand vous dites réseau de distribution, concrètement, quels sont les types de clientèle qui vous intéressent aujourd'hui? Est-ce que ça reste le particulier en premier lieu? Est-ce que ce sont des investisseurs de catégories différentes que vous ne touchez pas peut-être aujourd'hui? Les 2. Les particuliers, mais via des réseaux de CGP. Ça, oui. 1-2-3e travaille avec un réseau de plus de 1500 CGP répartis sur tout le territoire et donc qui permettent de retrouver cet ancrage territorial qui est l'ADN de l'Endosphère et des réseaux d'investisseurs auxquels nous n'avons pas accès, d'investisseurs institutionnels et une capacité aussi de financement sur fonds propres de la part d'1-2-3-IM. Et donc ces réseaux de financement et d'accélération apporte quelque chose de très précieux pour l'Endosphère, qui est de dire à nos partenaires développeurs d'énergie renouvelable, on peut sécuriser aujourd'hui l'atteinte d'objectifs de collecte de plusieurs millions d'euros. Le facteur limitant pour nous aujourd'hui, c'était de dire, voilà, je sais faire un portefeuille de 5, 10, 20 millions d'euros, mais dans combien de temps ? C'était la question et la problématique pour nous. Avec 1-2-3-IM, on va pouvoir répondre à cette question de façon beaucoup plus certaine pour nos partenaires. Et donc les rassurer sur la capacité de levée de fonds de la plateforme.
Et côté 1, 2, 3 IM, c'est via la plateforme une digitalisation des services, évidemment. L'accès, donc, en tout cas, la possibilité d'avoir tout le réseau B2C que nous avons, que nous développons activement, et également de remettre un pied de façon ambitieuse dans le secteur des énergies renouvelables, puisqu'un 2, 3 IM a une expertise historique dans le secteur. Ouais. Les investisseurs institutionnels, c'est quelque chose de nouveau dans le monde du financement participatif. Il y a quelque chose à creuser de ce point de vue-là, j'imagine, puisque ça fait partie quand même des axes intéressants qui vous intéressent dans le rapprochement avec 1, 2, 3 IM, Laure. Alors, ces investisseurs institutionnels vont être très importants dans notre capacité à sécuriser des levées de fonds. Admettons qu'un portefeuille de projets de plusieurs millions d'euros nous soit confié. Ce qu'on va pouvoir faire, si on estime que la plateforme seule n'est pas en mesure de lever ces sommes-là, c'est de proposer cet investissement, en tout cas cette opportunité d'investissement au réseau d'1, 2, 3 IM. Mais ça veut dire que sur certains projets, les majoritaires seront des investisseurs institutionnels ? Alors, pas forcément. Ce sera toute en tout cas une logique à avoir et d'attribuer en fonction des capacités de levée de la plateforme et de la possibilité, avec un choix évidemment indépendant de 2, 3 IM et des fonds qu'ils gèrent, sur leur volonté d'entrer ou non dans ce financement. Maintenant que l'opération est faite, j'imagine qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour brancher les tuyaux d'une certaine manière, mais maintenant que vous avez réfléchi effectivement aux perspectives que cette opération pouvait vous apporter, je ne sais pas, est-ce qu'il y a qu'est-ce que ça change en termes d'objectifs là pour vous sur les horizons de temps qu'on peut avoir quand on est chef d'entreprise en l'occurrence, Laure ? Alors, sur les énergies opérationnelles, ce qui est très agréable et ce qui va nous permettre d'accélérer rapidement, c'est la taille humaine d'1, 2, 3 IM. Société de gestion indépendante qui est dirigée par ses fondateurs avec une vision entrepreneuriale et donc la volonté d'aller vite et de brancher les tuyaux rapidement. Et c'est aussi la raison de ce rapprochement stratégique pour nous. La volonté, c'était de pouvoir accélérer rapidement parce que le secteur des énergies renouvelables est en croissance rapide. Et ensuite, sur les perspectives, la volonté, c'est d'atteindre 150 millions d'euros de levée annuelle à l'horizon 2024-2025 et donc d'atteindre une taille conséquente en termes de volume sur la plateforme. Par rapport à 100 millions, enfin vous avez dit 120 millions, c'est ça Les 120 millions en 7 ans. En 7 ans. Et maintenant, le rythme de croisière, ce sera 150 millions par an à partir de 2024. C'est la volonté. Ah ouais, je comprends. Ouais. Y a une des grandes nouveautés également pour les acteurs du financement participatif, c'est l'idée d'un statut européen qui est plus qu'en cours, parce que je crois que ce statut existe depuis ce mois de novembre 2021, Laure. Alors, qu'est-ce que ça change pour l'indosphère, pour l'industrie du financement participatif ? Et est-ce qu'il faut comprendre également qu'à travers cette opération 1, 2, 3 IM, il y a une volonté européenne désormais pour un acteur comme l'indosphère? Alors, la très bonne nouvelle, c'est cette harmonisation du cadre réglementaire européen qui va permettre aux plateformes françaises d'avoir une vision européenne, un marché européen à très court terme maintenant, puisqu'effectivement, nous avons jusqu'à fin 2022 pour demander ce nouvel agrément, donc PSFP, auprès de l'autorité des marchés financiers, qui est notre organe de contrôle, et ensuite de pouvoir avoir des passeports pour les pays européens que nous aurons identifiés comme étant pertinents pour notre développement international. La valeur ajoutée de ce cadre européen, quand on est, comme nous, spécialisé dans le secteur des énergies renouvelables, c'est que nos partenaires, aujourd'hui porteurs de projets, ont d'ores et déjà une vision européenne et internationale pour grand nombre d'entre eux. Et donc, nous allons pouvoir, de façon très pragmatique, les accompagner dans les pays dans lesquels ils sont eux-mêmes déjà, avec la même qualité de signature, la même qualité de projet et une connaissance antérieure sur ces marchés de nos partenaires. Ça veut dire que dans cet écosystème, passer de l'échelle locale ou nationale à l'échelle européenne, c'est tout à fait cohérent. C'est même une voie naturelle. C'est tout à fait cohérent, alors ne serait-ce parce que ce sont des acteurs qui ont déjà dans les énergies renouvelables cette taille européenne, parce que le réseau est interconnecté, parce que les tailles de projets
vont pouvoir permettre de la place pour les investisseurs espagnols, italiens, français sur ces projets, tout en conservant sur l'endosphère des projets à ancrage territorial, sur lesquels seuls les riverains, par exemple, pourront investir, puisque nous avons aussi cette faculté-là de réserver des opérations localement pour les riverains des projets. Ça, c'est ce que vous nous aviez expliqué quand vous étiez venu effectivement avant l'été. Il y a effectivement une cohésion, une communauté d'investisseurs locaux qui est très très forte chaque fois qu'il y a un projet présenté, soumis dans une région, dans un lieu donné. Vous observez qu'effectivement, il y a une localisation du financement des projets très importante. Nous proposons des modalités qui permettent de réserver tout ou partie des campagnes aux riverains des projets. Et ils en profitent de cette opportunité. C'est ça le sens de ma question. Oui, ça les intéresse en tant que locaux, riverains du projet. Il y a une réelle appétence pour financer les projets de son territoire. Cette proximité géographique avec le projet, on connaît le projet, on connaît le porteur de projet. On est venu à la réunion d'information pour bien comprendre les caractéristiques techniques. On en a parlé avec le maire. Et une offre de financement participatif s'ouvre pour ces riverains. On a des investisseurs aujourd'hui répartis sur tous les départements de France. On est sur le terrain tout le temps. Hier, l'équipe était en permanence d'information en Savoie pour une centrale hydro que nous venons de mettre en ligne. Et c'est ce travail de terrain qui est aussi passionnant dans le financement participatif. Mais ça veut dire qu'on arrive à franchir l'écueil du not in my backyard. C'est-à-dire le côté, je veux pas que le TGV, j'adore, mais je veux pas qu'il passe chez moi. L'éolienne, c'est très bien, mais je veux pas l'avoir en face de ma fenêtre. On arrive à passer au-delà de ces réticences qu'on peut trouver parfois sur le terrain. C'est un vrai vecteur d'adhésion dans les projets, le financement participatif, et surtout c'est un révélateur. C'est un révélateur de la majorité silencieuse qui est pour la transition énergétique. Sur un projet, ceux qui vont poser des recours, c'est une minorité agissante, parfois hurlante. Nous, ce qu'on va montrer, c'est qu'il y a des dizaines, des centaines de personnes localement qui veulent le projet à tel point qu'ils sont prêts à investir dans ce projet. Et c'est ce que nous pouvons montrer projet après projet sur l'ensemble des projets que nous accompagnons. Merci beaucoup, Laure. Merci d'être venu nous parler de l'endosphère, du financement participatif dédié à la transition énergétique, avec cette montée en puissance et ce partenariat stratégique, cette opération capitalistique aussi, rappelons-le, entre 123IM, la société de gestion, et l'endosphère, 123IM venant d'acquérir donc 72% de votre capital. Laure Verhaeghe, qui était avec nous en plateau pour évoquer cette opération et les enjeux du financement participatif, cofondatrice et directrice générale de l'endosphère, invité de Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart.